Première chose qui attire mon attention, c'est le nœud. Les pieds de cette dame touchent partiellement le sol. C'est-à-dire qu'on a l'extrémité des pieds qui repose un petit peu au sol. Mais surtout, le notaire va appeler Franck pour l'aviser, l'informer qu'il est bénéficiaire. Donc il fait semblant avec nous de tomber du ciel, ah bah tiens, il y a un testament, ah bah non, je l'ignorais. Non, il est parfaitement clair. Je n'ai qu'une intime conviction. Pour moi, mon intime conviction, elle est claire, c'est que cette femme ne s'est probablement pas pendue seule. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors, vous êtes ancien commandant de police, vous êtes à la retraite aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous nous parlez donc d'une affaire. Je pense qu'on peut dire que c'est l'enquête de votre vie en tant que policier. C'est une enquête qui a beaucoup compté et qui compte encore pour certaines raisons. Donc, je tiens à préciser avant tout que c'est une affaire qui a été classée. Hein, les protagonistes... Jugés. Qui a été jugée et les protagonistes ont été innocentés. Acquittés à 2 reprises, en première instance et en appel. Donc, aux yeux de la loi, ils sont innocents à jamais pour cette affaire. Oui, voilà. Donc là, de ce dont on va parler, c'est votre intime conviction en tant que policier. Et c'est votre avis et ça n'engage que vous. Tout à fait. Donc pour résumer l'affaire en quelques mots, c'est une affaire qui est complètement folle. C'est une affaire qui remonte à 2005. C'est l'affaire d'une femme, Dominique Aubry, qui est retrouvée pendue dans sa péniche, dans la péniche où elle vivait. À première vue, tout laisse penser à un suicide. Mais vous vous rendez rapidement compte que ce serait criminel. En tout cas, c'est la sensation que j'ai eue très rapidement. Ça date donc du 1er décembre 2005. Pour le coup, pour l'anecdote, je n'étais même pas de permanence. J'aurais jamais dû me rendre sur cette péniche, mais c'est un concours de circonstances qui fait que j'ai intercepté, je discutais avec un de mes collègues et j'étais présent lorsque il a été informé par la radio, par le central du commissariat de Neuilly, qu'on avait retrouvé une femme pendue à son domicile, pour être plus précis, une péniche. Alors c'est un faux vocable, hein, c'est plutôt une barge en fait, c'est pas vraiment une péniche. Mais bon, on va dire la péniche pour simplifier les choses. Qu'elle était donc à son domicile, qu'elle avait été retrouvée par un ami et un voisin du boulevard Koenig, parce que ça se trouve sur les quais de Neuilly. Et la procédure veut qu'on se rende sur place pour faire les premières constatations. Et même sans être concerné directement par ça, j'ai décidé d'accompagner mon collègue pour voir ce qu'il en était, tout simplement. Et de fil en aiguille, c'est moi qui me suis retrouvé à faire les constatations autour de cette découverte, de la découverte de ce corps. Parce que même au début, votre collègue s'est dit « c'est une femme qui est pendue, c'est un suicide, on n'y va pas ». Et c'est vous qui avez insisté. C'est un peu ça. Voilà. Il fallait impérativement se rendre sur place pour, en tout cas, se faire sa propre opinion et puis ensuite transmettre les informations dignes de ce nom au parquet, puisque c'est le parquet qui décide, le substitut de permanence qui décide en premier et dernier ressort de la suite à donner à la procédure. D'accord, donc là vous arrivez devant cette péniche. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu le lieu, l'ambiance, qu'est-ce que vous voyez ? Alors, quand j'arrive sur place, c'est le 1er décembre, il fait un temps très maussade, le ciel est couvert, c'est important. Il y a déjà des pompiers qui sont passés par là, les premiers intervenants, les premiers policiers intervenants. Il y a un certain Franck, qui lui aussi est sur place, qui est celui qui, théoriquement, a découvert le corps, et un des voisins, M. Voidet, qui était possesseur d'un des trousseaux de clés. Là aussi, c'est très important, on va y revenir. Et donc, j'entre dans la péniche, et alors, dans un premier temps, il a déjà fallu demander à ce que tout le monde se calme un petit peu, parce que c'était un véritable lieu de curiosité. Dominique Aubry, qui est la personne qu'on retrouve décédée, était mariée à Jean Aubry, qui était décédé l'année d'avant, mais qui était un collectionneur passionné et quelqu'un de très doué pour dénicher les bonnes affaires. Et sa péniche était une sorte d'extension de son commerce d'antiquité, parce que c'est assez époustouflant de voir tout ce qui était dans ce lieu. Le corps lui-même se trouve dans le vestibule. Dès qu'on entre dans la péniche, on est en présence du corps qui est dans le vestibule du domicile. Il est pendu à un escalier tournant et face à lui se trouvent 2 chaises cassées, les dossiers sont cassés et elle est là vêtue très simplement d'un jean et d'un pull qui est légèrement relevé. Alors je dis pas que tout de suite j'ai une boule de cristal et je me dis qu'il y a quelque chose de suspect, ça se passe pas comme ça. Il faut prendre le temps d'observer tout ça, de faire... vraiment de s'imprégner du lieu. La première impression qu'on a, c'est une impression de froideur.
Alors vous allez me dire, oui, il y a un cadavre, c'est un peu logique. Mais c'est pas tellement ça. C'est que ce lieu apparaissait comme un endroit assez figé. Comme un musée, en fait. Comme un musée, comme un magasin d'antiquités. C'est exactement ça. On avait du mal à imaginer que c'est un lieu de vie, tout simplement. C'est neutre, c'est froid, c'est statique. Pas grand-chose qui traîne. Même dans la cuisine qui est juste derrière, il y a très peu de choses qui traînent, à vrai dire. Et ça laisse une impression de malaise. Alors, vous savez, on a l'habitude, quand on travaille dans ce genre de contexte, de sentir un petit peu les choses. Et immédiatement, on sent qu'il y a quelque chose de particulier. Et notamment, la première chose qui attire mon attention, c'est le nœud. Oui. Le nœud qui se trouve qui a été confectionné au niveau des barreaux de l'escalier, qui est un nœud particulièrement sophistiqué. Là, on a une photo du nœud, en fait. Voilà. C'est un nœud. Un petit peu mieux, mais voilà, c'est un nœud tout à fait. Et en fait, c'est un nœud, ce qu'on appelle un nœud en 8. Alors, les gens qui font de l'alpinisme ou qui sont des marins savent de quoi je parle. C'est un nœud qui n'est pas banal. C'est pas quelque chose qu'on voit partout. Ni vous ni moi, on ferait un nœud de cette nature si on avait l'intention de se pendre. D'ailleurs, c'est pas un nœud fait à la va-vite comme ça dans l'urgence. Non, c'est un nœud qui est assez complexe. En tout cas, sophistiqué. C'est comme ça qu'on peut le qualifier. D'ailleurs, il n'y en a pas qu'un de nœud. Il y en a deux. Oui, parce qu'il y a le nœud coulant après. Il y a autour de son cou un nœud coulant. Parce qu'il faut préciser qu'elle était pendue à l'escalier en colimaçon de la péniche. Tout à fait. L'escalier qui montait à l'étage. Tout à fait. Et les pieds de cette dame touchent partiellement le sol. C'est-à-dire qu'on a l'extrémité des pieds qui reposent un petit peu au sol. Bon. Alors, comment ce corps a été découvert? Après les premiers éléments qu'on nous donne, c'est un ami de ce couple qui avait passé la soirée avec elle, ça c'est ce qu'il nous dit, qu'il devait revenir le lendemain et comme elle ne répondait pas à ses appels, il est allé chercher les clés qu'il est supposé ne pas avoir auprès d'un voisin qui habite quelques péniches plus loin, 2-3 péniches plus loin. Il va récupérer les clés, ou du moins, oui, il va récupérer les clés, ouvre la péniche, est supposé découvrir le corps, appeler au secours et donc faire revenir son voisin qui va découvrir lui aussi la présence du corps. Et ce qui vous précise, c'est que la péniche à ce moment-là est dans le noir. Alors, c'est plus compliqué que ça. Franck dit, puisqu'il s'agit de ce jeune homme qui découvre le corps, se prénomme Franck, dit qu'il a ouvert la péniche, il a ouvert la porte et tout de suite il s'est trouvé en présence du corps. Sauf que quand le voisin lui-même arrive, il déclare l'inverse, il dit que lorsqu'il arrive, la péniche est dans une obscurité totale et qu'il faut s'avancer un petit peu pour voir que le corps est là. Donc, à l'évidence, la lumière était éteinte. Et ça aura son importance plus tard. Peut-être pas inutile de... Oui. Je voudrais juste qu'on revienne un petit peu sur le parcours de vie de Dominique Aubry. C'est ce que j'allais... voilà. Alors, qui est Dominique Aubry? Alors, Dominique Aubry est donc la femme de Jean Aubry. C'est un couple qui est un couple qu'on peut qualifier de très solide, de fusionnel. Jean Aubry a toujours associé sa femme à ses affaires, mais de façon très particulière. Il n'avait pas une vraie grande considération. C'est un amour, c'est un véritable amour, c'est un vrai couple. Mais il n'avait pas une grande considération pour elle, parce c'est quelqu'un de très léger, de très superficiel. D'ailleurs, on l'a surnommé Libellule. Qui est surnommé Libellule, ça en dit long, c'est quelqu'un qui est assez superficiel. En tout cas, ce qui est important, c'est que ces deux individus, ces deux êtres, partagent une vie très débridée, qui tourne autour en permanence de la fête, de l'alcool. On boit beaucoup, on fait la fête sans arrêt, on va constamment passer ses vacances au Club Med, où justement se nouent des relations amicales, notamment, on va y revenir, à un environnement qu'ils vont se créer, qui est très festif. Et on va déterminé pendant l'enquête qu'il y a vraiment deux univers amicaux très dissociés, très différents. Il y a les amis de longue date, qui sont d'ailleurs fondamentalement les amis de Jean Aubry. C'est un cercle très restreint. Et puis les amitiés qui vont se constituer autour de ces relations du Club Med. Donc c'est un univers complètement différent. Le problème qui va survenir dans ce couple, c'est tout simplement la mort de Jean Aubry. Début de l'année 2005, ils vont passer des vacances à l'île Maurice. Ça se passe pas très bien au cours de ces vacances, pas parce que c'est pas une question d'ambiance, mais lui il ne se sent pas bien. Et c'est au retour de l'île Maurice que Jean Aubry décède. Et il meurt dans l'avion. Et Dominique Aubry va faire le voyage retour à côté du corps de son mari. Donc, ce qui crée un choc... un traumatisme absolu. Un traumatisme total, émotionnellement parlant, quelque chose de catastrophique. Elle ne s'en remettra jamais. Et comme c'est quelqu'un qui déjà
consommait pas mal d'alcool, mais comme son mari, elle va, au cours de cette année 2005, totalement dépérir et totalement se laisser aller à des consommations qu'on peut qualifier d'extraordinaires, quoi. Elle commence à consommer de la vodka dès le matin, quoi. C'est pas... Ah oui. On est dans quelque et chose... tout au long de la journée. Voilà, et jusqu'à finir dans un état d'ébriété totale le soir venu. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas de frein à ce niveau-là, et pour cause, puisque la seule personne... C'était son mentor, Jean Aubry. Et la seule personne qui la restreignait dans sa vie, c'était lui. Et elle n'a plus ça pour je dirais, la cadrer. Et va rester dans cet environnement qui devient très toxique, uniquement le dénommé Franck, qui va avoir une emprise et une influence sur sa vie du quotidien considérable. Elle n'a plus que lui, pour ainsi dire. Et Franck, elle le rencontre donc dans ce contexte de fête ? Non, pas du tout. C'est une rencontre de longue date. Elle l'avait rencontré, lui et Jean l'avaient rencontré en boîte de nuit alors qu'il n'avait que 17 ans. D'accord. Et il devient d'une certaine manière le fils qu'ils n'ont jamais eu. Ils n'ont pas d'enfant. Et Franck va s'installer dans ce couple. Ça devient véritablement le fils qu'ils auraient peut-être aimé avoir. Et il s'installe là-dedans, il participe à l'organisation des voyages, il est associé en permanence à cette vie privée. Hein. Vraiment, c'est un élément fondamental de ce cercle, de ce couple. Ils deviennent une famille, une sorte de famille recomposée finalement. Tout à fait, tout à fait. Et au fil des vacances passées au Club Med, ils vont faire des rencontres et beaucoup de personnes qu'on va retrouver pendant l'enquête, Daniela Radovic, Stanislas Leroy, tous ces gens-là, vont s'agréger à cet espace relationnel, mais qui est très superficiel. Et après la mort de Jean Aubry, cet espace amical va devenir très parasitaire. C'est-à-dire qu'elle a un besoin permanent d'être entourée. Elle a un besoin d'être rassurée. Et petit à petit, elle va s'affaiblir, on va dire, d'une certaine manière, à tel point qu'elle va demander... Elle a déjà dans l'idée de déshériter son frère. Après, oui, parce que pour remettre un petit peu son contexte, Dominique Aubry, elle n'a plus que sa mère et son frère. C'est ça, et elle a des relations avec son frère qui sont très, très, très conflictuelles. Ouais. Il y a une histoire de prêt d'argent, ils ne s'entendent absolument pas, et elle décide, au cours de cette année 2005, de déshériter son frère. Elle ne veut absolument pas que son frère touche le moindre centime de la fortune, parce que c'est une vraie fortune que Jean Aubry a accumulée. Et l'idée de faire un testament va petit à petit germer. Mais ça va être très compliqué, ou du moins très toxique, parce que, qui comprend très vite l'intérêt qu'il peut tirer de cette situation, c'est le dénommé Franck. Alors, c'est pas moi qui l'invente, c'est ce que je recueille comme témoignage au fur et à mesure de l'enquête. Cette enquête, très vite, pour en revenir à l'investigation, déjà, aux constatations, il faut quand même que je précise que, très rapidement, moi, je demande au parquet de venir sur place. Le parquet, comme le veut la procédure, d'ailleurs. Alors, c'est théoriquement. C'est pas systématique, mais c'est théorique. Oui. Le parquet délègue à l'OPJ, que je suis, de le représenter, d'être sa voix et ses yeux. Et sa délégation de pouvoir, c'est l'OPJ sur place qui l'a. Mais quand vous êtes dans une situation un peu particulière, il n'est pas rare, il est même très fréquent, que les représentants du parquet viennent sur place. Quand vous êtes dans un tel contexte, il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste des antiquités et des valeurs pour comprendre que vous êtes dans un lieu qui n'est pas tout à fait normal. Il y a un tableau de Lautrec, il y a des statues Bugatti, César, enfin bon, très vite vous imaginez qu'il y a quelques millions d'euros qui vous environnent. Et d'ailleurs, la péniche, en œuvre d'art, il y a pour 14 millions d'euros. C'est ce qui sera évalué plus tard. Mais moi, je n'ai pas cette évaluation encore. Mais bon, comme je le dis... On s'imagine. On s'imagine, il y a des meubles galets partout, des objets d'art contemporain. On voit très vite qu'il y a une véritable fortune sur place. Donc moi, je demande très vite à ce que le parquet vienne sur place. Et là, j'ai un premier refus. Très vite. Bon, je dis pourquoi pas, en matière de logistique, ils peuvent être amenés à être tenus au palais, ils ont des appels, vous savez, un substitut qui est de permanence reçoit les appels téléphoniques de tout le département, hein. Donc c'est pas exceptionnel qu'ils soient surchargés de travail. Mais pour autant, le contexte est particulier. Je fais quand même mes constatations, et au cours de ces constatations, j'ai un entretien téléphonique avec un clerc de notaire. Voilà, c'est ça. Pourquoi j'ai cet entretien ? C'est parce que je cherche à contacter des membres de la famille que je n'ai pas. Le seul contact que j'ai à ce moment-là, c'est ce dénommé Franck et le voisin. Et ça n'en fait pas la famille. Je n'ai pas de coordonnées de famille, mais je tombe sur les coordonnées du notaire que j'appelle. Et là, le clerc de notaire que j'ai en ligne me dit « Attention,
attention, il y a un testament contestable, et en tout cas qui risque d'être contesté. J'en prends acte. Un mystère en plus. C'est le premier mystère en tout cas. Et tout à coup, mon regard sur tout ce qui m'environne change. Et pour cause. Je me dis attention, il faut y aller prudemment dans ce que je vais dire et faire. Il faut prendre toutes les précautions, à la fois procédurales et légales. Donc là encore, j'en réfère au cours de mes constatations, une nouvelle fois au parquet. Je ne sais pas si on peut nommer la substitut. On va éviter, mais elle est en procédure en tout cas. Elle sera entendue plus tard par un magistrat instructeur. Je lui demande une nouvelle fois de venir sur place. Elle diffère sa décision. Elle ne me donne pas de réponse immédiate et il est convenu de se rappeler plus tard. Donc je continue et au fur et à mesure de mes investigations, je me rends compte quelque chose qui est quand même plus qu'anormal. Il ne s'agit pas d'avoir la science infuse, attention, hein, j'insiste là-dessus. C'est une intuition. Il y a une intuition, en tout cas une précaution qu'il aurait fallu prendre. Oui. La logique des choses, dans un tel contexte, aurait été de saisir immédiatement la sûreté. Immédiatement. Pas attendre que je patauge dans des constatations. Déjà, la péniche fait plusieurs centaines de mètres carrés. C'est considérable. Comme je le dis, il y a des objets d'art, il y a des valeurs considérables. La logique procédurale aurait voulu qu'immédiatement le commissariat soit dessaisi. Tout simplement par précaution. Pas pour dire tout de suite, il y a un meurtre, allons-y, Columbia, c'est le Sherlock Holmes de service. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est de prendre des précautions, comme en médecine. Hein. En cas de doute, en cas de doute, voilà, on ne doit pas se permettre d'être dans l'interrogation. Et là, au cours des investigations, enfin de mes constatations, qui durent un petit moment quand même, ça dure plusieurs heures, je rappelle, en fin de tout ça, en fin de constatation, je rappelle le parquet, je dis, madame, voilà, c'est une dame, il y a ça et ça, il y a un testament, il y a quelque chose qui, à l'évidence, pose problème au niveau du notaire. Il semblerait, je n'ai pas les détails, hein. Attention, le clerc de notaire refuse de m'en dire plus, me dit simplement, soyez prudent, il y a un testament qui risque d'être contesté. Et là, j'ai dit, il faut absolument que vous veniez sur place. Et là, je propose même d'envoyer une voiture, de mandater un équipage du commissariat de Neuilly pour aller la chercher. Vous voyez, je fais en sorte qu'elle n'ait aucune difficulté logistique pour venir. Ce qu'elle refuse de faire. Et elle me dit même, il a été décidé que ça n'était pas utile. C'est important ça déjà. Elle ne dit pas que c'est sa décision, elle dit qu'il a été décidé. Bref, ce substitut refuse de venir sur place, une fois de plus. Au terme de tout ça, on referme les lieux, je conserve les clés de la péniche et je la mets sous scellé. Je sens qu'il y a quelque chose quand même qui est plus que trouble et je ne prends pas la responsabilité de laisser les lieux ouverts. Donc on met les scellés sur la porte de la péniche. Pour revenir un petit peu sur vos investigations que vous menez à l'intérieur de la péniche, vous vous retrouvez aussi sur une table dans la pièce de vie. Bien sûr, il faut y venir. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette table? On retrouve des cachets, des plaquettes de cachets vides. On retrouve une bouteille de vodka et un verre. Et je mets tout ça sous scellé. L'intuition, la logique des choses peut laisser penser que cette femme, effectivement, a pris des cachets avant de se pendre. Elle se pend, théoriquement, là on reste dans ce qui est apparent, avec une corde qui est une corde de marin, une corde en nylon très épaisse, corde bleue, et tout laisse à penser que cette femme s'est suicidée. C'est en tout cas l'image que ça doit évoquer. On en est là. Donc on referme tout ça, tout est mis sous scellé. Nous dépendons, il faut le dire, on dépend la personne. Donc ça veut dire concrètement qu'on la tient, quelqu'un coupe la corde, on pose le corps de Dominique Aubry sur le sol du hall d'entrée. On attend d'ailleurs que le SAMU vienne, mais il ne restera pas, puisque à l'évidence, elle est morte, elle a des rigidités. Et par contre, moi, j'attends que le médecin légiste vienne. Et là encore, ce n'était pas une obligation. Mais j'insiste pour qu'il vienne. Parce que quand vous ne sentez pas les choses, quand vous avez un tout petit peu d'expérience, sans être, comme je le dis, un Sherlock Holmes ou le commissaire Maigret, vous prenez toutes les précautions. Donc je fais venir le médecin de l'Institut médico-légal pour faire ce qu'on appelle déjà des premières constatations sur le corps. Pas d'autopsie pour l'instant, mais en tout cas, je demande, le parquet ordonnera à ce qu'après ce premier examen corporel, le corps soit transféré à l'Institut médico-légal en vue d'autopsie. Et on récupère
la corde au niveau supérieur qu'on met sous scellé. OK ? Et le corps part à l'IML avec le nœud autour du cou. On ne touche à rien. Oui. Le corps est préservé et envoyé tel quel à l'Institut médico-légal. Donc, on referme les lieux, on retourne on retourne au commissariat. Et il faut savoir que j'ai pris des photos de tout ça. Et c'est important de le dire parce qu'on m'a pas reproché, mais on m'a beaucoup posé de questions plus tard. On ne va pas anticiper sur le procès. Sur mon appréciation des choses. Sauf qu'elle n'est pas unique. Sauf que j'ai pris la précaution de prendre des photos de tout avec un petit appareil, tout simplement. Et pourquoi ? Lorsque j'ai fait mon compte-rendu auprès du parquet, le parquet et tous les éléments, y compris photographiques. D'ailleurs, ce sont vos photos qu'on peut voir ici ? Non, ça, c'est les photos des couleurs, les miennes étant en noir et blanc. Ça, ce sont les photos couleurs de l'identité judiciaire, que j'ai également appelée. Vous savez, tout ça, je l'ai fait de ma propre initiative. Oui, normalement, c'est le parquet. Personne ne me l'a demandé. Ouais. Et le parquet s'est bien gardé de me le demander. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et je ne comprends toujours pas pourquoi. Je prends donc l'initiative d'appeler l'IML et l'identité judiciaire. Parce que je ne tiens pas à ce qu'on puisse me reprocher quelques manquements une fois que la porte aura été refermée. Tout à fait. Et on y reviendra. Donc, on en est là, compte rendu au parquet, et je suis contacté également, on finit par contacter le frère, qui lui prend la décision. Le frère de Dominique Aubry. Le frère de Dominique Aubry, qui s'appelle Frédéric Fontaine. Parce que le nom de Dominique Aubry, c'est Dominique Fontaine. Son épouse. Elle est née Fontaine. Et lui prend l'initiative très vite de faire mettre des gardes devant la péniche. Il embauche une société privée, pour un vigile, pour parler simple, pour garder les lieux. Il veut que personne n'entre. En plus, c'est immense, vous l'avez dit. Ah, mais c'est considérable. Ouais. C'est considérable. Il n'est pas question de prendre le risque. Quand je vois ce qu'on a sur place, je me dis, il n'est pas question qu'une fois que j'ai le dos tourné, quelqu'un arrive sur place. Pour vous donner un ordre d'idée, il y avait une petite boîte à pilules qui était incrustée de coquilles d'œufs. Les spécialistes comprendront de quoi je parle, qui est estimée à 25 000 €. Rien que ça. Voilà de quoi on parle. Et il n'y avait que des meubles comme ça, Art déco, des années 20. C'était un spécialiste, Jean Aubry était un spécialiste de cette période-là. Et il avait collecté et entreposé dans cette péniche une véritable fortune, et à l'époque d'objets très recherchés en matière d'art déco. Et puis d'ailleurs, à l'époque, on avait publié les photos dans notre journal, dans le Nouveau Détective, et on peut le voir, on se rend compte que c'est extrêmement chargé, il y a énormément de mobilier. Et c'est pas nécessairement de bon goût. Non, c'est très chargé. C'est très chargé, mais en tout cas, c'était évoqué, les clichés devaient évoquer, les clichés que j'avais pris devaient évoquer, ou de quoi, en tout cas, permettre au parquet de voir de quoi on parlait. Parce que de dire qu'il y a beaucoup de choses, ça n'a pas de sens, quoi. Les photos, c'est encore mieux. Voilà. Donc, on prend des photos. Bon, là-dessus, je referme tout ça, je rentre au bureau pour rédiger mes constatations, et je fais demander, parce que Franck avait été reçu par un de mes collègues au commissariat, je téléphone à mon collègue, avant de partir de la péniche, à ce qu'il lui soit posé la question de savoir s'il connaissait l'existence ou pas d'un testament. Ce à quoi il répond par la négative. Et ça, c'est très important. Très important, effectivement. On en est là. Je continue mes investigations, puisqu'on ne me donne aucune instruction contraire. Je commence à auditionner le voisinage, et notamment le voisin immédiat de la péniche, qui se trouve être un ami de longue date de Jean Aubry. Et ce voisin ami me dit plusieurs choses. Il me dit premièrement que pour lui, le fait que Dominique se pende en confectionnant un nœud lui paraît parfaitement improbable. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout le monde sait très bien que le libellule est une personne parfaitement inapte à faire quoi que ce soit de ses 10 doigts. Même changer une ampoule, elle ne le fait pas. Elle a une femme de ménage qu'elle charge de faire tout ce qui est entretien du quotidien, changer les ampoules, enfin bref, elle ne touche à rien. Donc faire un nœud tel que celui qu'on a constaté lors de la découverte du corps lui paraît parfaitement impossible. Et on parle de 2 nœuds, d'un nœud coulant et d'un nœud en 8. Et pour lui, ça lui paraît totalement... non, ça n'a pas de sens. Et il m'apprend quelque chose de très important. Il me dit, mais en fait, la veille de sa mort, elle a dîné effectivement avec quelqu'un, mais pas seulement une personne, ils étaient 2. Et en fait, 3. Elle a reçu 2 personnes. Et ça, personne ne nous en a parlé. Oui. Donc, on va reconvoquer le fameux Franck, et là, je vais l'auditionner, lui poser plein de questions sur le fait de savoir s'il avait des clés ou pas. Il me dit qu'il n'en avait pas, et que pour ouvrir la péniche, il a fait appel à cet autre voisin qui avait habituellement un trousseau de clés de secours. Voilà. Donc pour lui, officiellement, il n'en avait pas. Et quand je lui pose la question de savoir
s'il était seul. Il me dit non, effectivement, j'étais accompagné d'un certain Olivier, avec qui nous avons dîné la veille au soir. À la question de savoir pourquoi il ne nous en avait pas parlé, il a une réponse très simple. Il me dit, c'est parce que vous ne m'avez pas posé la question. C'est une bonne réponse. Il n'avait pas tort. Sur le fond, il n'avait pas tort. Mais quand je lui repose la question de savoir s'il était bénéficiaire d'un testament, là encore, il me dit non. Il persiste à dire que jusqu'à la mort de Dominique, puisque je l'entends quelques jours après, personne ne l'avait informé de l'existence de ce testament. De fil en aiguille, on auditionne plusieurs personnes, et notamment 3 amis très proches de Jean, qui tous les 3 vont me confirmer plusieurs choses. À savoir que Dominique Aubry était une personne qui avait décliné, qui s'était, je dirais, enfoncée dans une surconsommation alcoolique, mais au-delà du normal, quoi, jusqu'à tomber ivre-morte. Enfin, on est vraiment dans le profil de quelqu'un qui a plus d'espoir de vie et qui ne se réfrène plus, qui consomme de la vodka, enfin, toutes sortes d'alcool. C'est une femme qui est totalement désespérée. Son mari est mort, l'amour de sa vie est mort, et bon, voilà, quoi, elle se retient plus, elle n'a plus de frein. Et celui qui est là en permanence dans cet environnement, c'est le fameux Franck. Et l'un d'entre eux, je ne sais pas si on peut prononcer son nom, mais enfin, l'un de ses 3 amis va me déclarer une chose très importante. Il va me dire que la péniche, il y avait un bateau, un Riva, qui était amarré à la péniche. Et Dominique Aubry voulait vendre ce bateau, mais elle ne savait pas comment faire. Donc elle fait appel à Franck pour trouver des acheteurs potentiels. Bon, un Riva, ça ne coûte pas 5 ou 10 000 euros, hein, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et ce Jean-François, on va dire que son prénom, participe à un dîner où sont présents, on parle de plusieurs mois avant son décès, hein. Il y a Dominique, il y a Franck, il y a ce Jean-François, et tout ce petit monde se trouve au restaurant La Plage, qui est un restaurant sur les bords de Seine, où est évoquée la vente de ce bateau, dont l'acheteur devait être le patron du restaurant, parce qu'il avait dans projet d'organiser ou de faire organiser des promenades de ses clients à bord de ce Riva. Voilà pourquoi ils sont tous les 3 à ce restaurant. Et au cours de ce repas, il est témoin d'une conversation très gênante où Dominique, qui commence à être imprégnée d'alcool, elle commence à un petit peu étourdie, le Franck n'a de cesse que d'insister pour qu'elle rédige un testament. Ah oui. Et lui-même en est très gêné. Il me le déclara, il m'a dit j'étais mal à l'aise parce que voilà, je sentais bien que Dominique était embarrassée d'avoir cette conversation, elle était un peu ivre, elle n'était pas du tout partie pour discuter de ça, et de Franck insistait lourdement. C'était pas le bon moment, ils étaient au restaurant. C'était pas le bon moment, et de toute façon ça l'agaçait. Bon, attention, c'est quelqu'un d'alcoolique. Donc un alcoolique, pour ceux qui connaissent le phénomène, c'est quelqu'un qui est très, très variable d'humeur. Hein. Il ne faut pas trop les énerver, par moments ils sont très changeants. Bref, ce qui est important de savoir, c'est ça. C'est que lui considérait que voilà, c'était pour eux, c'était quelque chose qu'ils avaient déjà évoqué, et il insistait encore pour que Dominique se dépêche un petit peu de rédiger ce testament. On va finir par identifier ce Olivier, puisque bon, Franck sera bien obligé de nous dire qui il est. Et on va l'auditionner. Il va être convoqué, il va être auditionné. Il a fait la connaissance de Dominique Aubry au cours d'un séjour au Club Med, et comme beaucoup d'autres, hein, il y aura aussi une amie, Daniela, peut-être on va l'évoquer aussi. Ces gens-là ont été rencontrés lors de séjours au Club Med. Et il a une formation de juriste. Et ça, c'est important. Et c'est très important, parce que Dominique Aubry, n'ayant aucune capacité, il faut insister là-dessus, quoi. Elle ne gérait aucune affaire, hein. Elle papillonnait autour de Jean Aubry. Jean Aubry, c'était son moteur, hein. Elle était dans sa périphérie, elle était sa libellule, pour parler clair. Et aussi, ils s'étaient rencontrés très jeunes. Très jeunes, donc très jeune. jeune. Elle avait connu que lui, finalement. Quasiment que lui, même si après, ils ont eu une vie assez débridée. Hein. Oui. Au niveau festif, ils n'étaient pas les derniers. On ne va pas rentrer dans les détails, ça n'a pas d'importance, mais enfin, quand même, c'était des gens qui se lâchaient, hein, clairement. Et donc, n'ayant pas de capacité juridique pour élaborer quelque testament que ce soit, elle fait appel à cet Olivier pour l'accompagner chez un notaire, et rédiger un testament. Mais elle ne sait pas comment faire. Et c'est Olivier qui lui dit, voilà, il y a plusieurs façons de faire, soit un testament holographe, soit un testament rédigé directement par une étude notariale. Et ça, c'était après la conversation au restaurant ? C'est dans le même temps. Oui. C'est dans le même temps. Ça va se faire à l'automne 2005.
Tout ça, c'est septembre, octobre. Hein, on est dans un temps très court. Et elle fait le choix de faire un testament holographe. Et ils vont déposer ce testament holographe avec Olivier, chez le notaire. Et le notaire met en garde Dominique Aubry sur voilà, l'impact, les conséquences d'un tel acte, hein, en désignant nominativement et uniquement le fameux Franck comme destinataire, bénéficiaire de... C'était son unique, elle en faisait son unique héritier. Elle en faisait son unique héritier. Il faut savoir aussi qu'elle avait fait une assurance vie. Elle l'avait désigné comme bénéficiaire d'une assurance vie qui s'élève à 900 000 €. On n'est pas dans des sommes mineures. Non, ouais. Et tout ça désigne le fameux Franck comme étant quelqu'un de central dans cette histoire. Et ce qu'il oublie de nous dire, Franck, au cours de ces diverses auditions, et qui me sera confirmé à la fois par le notaire et par les différents témoins, c'est qu'il est au courant. Et oui. Il est au courant parce que Olivier lui en parle. C'est un ami, Olivier. Hein, c'est pas quelqu'un comme ça. Ils se fréquentent. Oui, oui. Depuis la rencontre, c'est Depuis cette rencontre au Club Med, c'est une relation très fréquente. Il est dans le cercle proche. Tout à fait. Dominique ils sortent ensemble. Enfin, ils participent à des soirées, à des fêtes. Mais surtout, le notaire va appeler Franck pour l'aviser, l'informer qu'il est bénéficiaire. Donc, il fait semblant avec nous de tomber du ciel d'être, ah bah tiens, il y a un testament, ah bah non, je l'ignorais. Non, il est parfaitement au courant. Déjà, c'est louche. C'est plus que louche. Pourquoi nous cacher systématiquement ce fait? Mais ça le gêne, on peut comprendre que ça le gêne. Puisque le testament est rédigé en octobre, elle meurt en décembre. 1er décembre. À 1 mois et demi à peu près après la rédaction du testament. Donc, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Et puis, au bout d'un moment, c'est agaçant parce que moi, je n'ai de cesse que de relater tout ce que je récupère au niveau éléments, de façon directe ou indirecte, au parquet. Et là, le parquet. Et ça, c'est très important. Donc, toujours la même substitut que j'ai régulièrement au téléphone, qui ne peut pas faire semblant d'ignorer tous ces éléments, que je lui communique en temps réel. Mais comment ça se fait que le parquet, à ce moment-là, ne réagit pas? Enfin, c'est quand même... Mais c'est toute la question, très chère Virginie. Parce qu'on va revenir 2 secondes sur l'élément procédural. Quand un officier de police judiciaire arrive dans un lieu où on découvre un corps, un cadavre, il agit dans le cadre de l'article 74 du Code de procédure pénale. Que dit l'article 74? Il dit une chose très simple, on ne va pas le réciter par cœur, mais il dit que l'OPJ a 8 jours pour faire ses investigations et cerner l'environnement qui est lié à la découverte de ce corps. Il n'a pas plus de 8 jours. 8 jours. Et au bout de ces 8 jours, soit le parquet classe l'affaire parce qu'on considère que c'est une mort naturelle ou même une mort par suicide, hein, si c'est une mort intentionnelle. En tout cas, c'est pas criminel. Voilà, ça n'est pas criminel. On remet le corps à la famille et puis ça s'arrête là. Soit c'est suspect et on bascule sur 2 types d'enquêtes. Soit en enquête préliminaire, article 75, soit le parquet considère qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave, il peut demander une ouverture d'information. C'est tout à fait possible. Donc, nommer un juge d'instruction. Et moi, je suis entre ces deux... Je suis dans ce flou artistique, non pas pendant 8 jours, mais pendant 1 mois. Pendant 1 mois, vous n'avez aucune nouvelle du parquet? Pendant 1 mois, je n'ai aucune décision formelle du parquet. Alors que j'insiste sur le fait qu'à un moment donné, il faudrait me dessaisir. Je le dis clairement à la substitut. Je dis, madame, voilà, les choses sont claires. Quelque chose de très suspect. On ne peut pas se contenter d'être dans ce flou artistique parce que cet article-là, par exemple, ne me permet pas de prendre une mesure de garde à vue. Oui, vous ne pouvez rien faire. Je ne peux rien faire. Voilà, je ne peux ni faire de garde à vue, ni de perquisition. Oui, parce que s'il n'y a pas d'enquête, on ne peut pas mener des gardes à vue. Il n'y a pas de coercition. Il n'y a pas de coercition. Entre-temps, dès le lendemain de mes constatations, on va procéder à un inventaire des biens qui se trouvent dans la péniche, et c'est là où on a une vraie idée de ce que ça représente. Et ça se fait en présence d'un huissier et d'un commissaire-priseur. Il se trouve que c'est le commissaire-priseur qui connaissait très bien le couple et qui était un de ceux qui avait été le pourvoyeur des biens qui se trouvaient là, puisqu'il était en contact, c'est un proche lui aussi de Jean Aubry. Donc il connaissait en plus très bien les lieux. Il connaît très bien les lieux et il connaît très bien la valeur des choses. Et il me dit, vous avez devant vous, je le cite, l'une des plus belles collections d'art moderne au monde. Il y en a pour 14 millions d'euros. Rien qu'en biens, je dirais, en objets. Oui. En faisant abstraction de plusieurs choses. 1, de la valeur même de la péniche, mais ce n'est pas le plus cher. 2, de la valeur du magasin qui leur appartenait, qui se trouve avenue Mozart, et d'une maison en Normandie. Donc on a encore une évaluation des biens qui restait à faire au plus près. Mais ça, c'était pas à moi de le faire, mais j'étais pas chargé de le faire surtout. Mais tout ça, une fois de plus, donnait une idée de ce face à quoi nous étions. Et la pression est forte parce qu'on se dit, Très c'est forte. pas un petit...
Enfin, c'est vraiment quelque chose de conséquent, quoi. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Exactement, exactement. Et une fois que tout ça a été fait, enfin, sur instruction du parquet, je peux donner ou rendre les clés de la péniche, non pas aux bénéficiaires de l'héritage, ce qu'il aurait bien aimé, mais à la famille, justement parce qu'il y avait un doute. Oui. Donc, 2 ou 3 jours après les constatations, je reçois la famille, donc à savoir le frère et la mère de Dominique Aubry, à qui je remets les clés. Et là, vous dites d'ailleurs quelque chose qui est complètement... La maman me dit un truc absolument extraordinaire, parce qu'elle me dit, mais est-ce que vous avez trouvé de l'argent sur place? Alors moi, je lui demande ce qu'est de l'argent, c'est-à-dire, oui, il y avait de l'argent, mais enfin bon, il n'y avait pas des monceaux de billets de banque non plus. J'ai dit, oui, il y avait de l'argent, mais enfin bon, pas des fortunes non plus. C'est pas en numéraire que ça se comptait. Elle me dit, ah bon? Mais parce que chez ces gens-là, il y a beaucoup d'argent en général. Oui, vraiment, elle gravitait autour de et en fait, monde, oui, même non, sa famille c'est catastrophique, quoi. Ouais. J'ai été en relation téléphonique avec le psychiatre, elle a été suivie en psychiatrie. Enfin, elle consultait un psychiatre régulièrement, et je lui pose la question justement de m'aider à évaluer le profil psychologique de Dominique Aubry, et lui me confirme que c'était quelqu'un qui était particulièrement fragile. Pas nécessairement de sympathique, attention, il ne faut pas se tromper. C'est quelqu'un qui avait des coups de colère, qui avait un caractère très, très, très variable, très évolutif. Enfin, si elle buvait beaucoup, elle devenait très vite irritable. Mais il me dit, en fait, une chose très importante, il me dit, elle s'était malgré tout entourée d'un environnement très toxique. Mais elle en souffrait de ça, elle se rendait compte que ces gens abusaient complètement de ses biens, de sa générosité. Complètement, et elle en était malheureuse. Et il va se passer un événement qui va peut-être, de mon point de vue, modifier l'équilibre des choses. Parce que le vent va tourner. Voilà, parce que Franck s'était installé là-dedans, il devenait un petit peu le maître de cérémonie des réunions amicales qui avaient lieu sur la péniche. Sauf qu'au cours d'un voyage, au Club Med, Dominique fait la rencontre d'un certain Didier. Ce Didier, qui n'a strictement rien à voir avec son environnement habituel, c'est quelqu'un de très sympathique, je l'ai auditionné, mais c'est le bon titi parisien qui habite Port-des-Lilas, qui est d'un milieu social qui n'a strictement rien à voir. C'est un ouvrier, mais qui est sympathique. Et elle va le rencontrer au cours d'un séjour au Club Med. Il va sympathiser avec elle, et petit à petit, il va se nouer une relation entre guillemets presque sentimentale. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que ils vont avoir des rapports sexuels. Alors vous allez me dire, oui, and so what, quoi. Oui. c'est pas anormal qu'ils aient des rapports sexuels, sauf que c'est le seul avec qui elle va nouer ce genre de rapport. Parce que les autres n'étaient pas dans ce registre-là. Parce qu'il faut préciser que Franck n'est absolument... Il n'y a aucune espèce de relation amoureuse entre eux. Non. Et pourquoi? C'est parce que il est homosexuel. Franck est homosexuel, tout le monde le sait. Donc il n'y a pas je dirais, d'ambiguïté. C'est vraiment une relation filiale, mère-fils, exactement. Filiale, très toxique, mais filiale. D'ailleurs, elle avait même suggéré de l'épouser, il faut le savoir, et lui a refusé. Oui. Ça ne s'est pas fait, mais elle aurait bien aimé. Pourquoi? Parce que une fois que vous êtes mariés, tout à coup, c'est plus tout à fait la même chose. Parce que si on désigne quelqu'un comme bénéficiaire, on ne peut pas déshériter en France. On ne peut pas déshériter complètement. Même en tant que bénéficiaire unique de l'héritage du couple Aubry, il aurait eu 60% de taxation sur l'héritage. Et il y aurait eu une part réservataire pour le frère. Donc, oui, mais en l'épousant, ça modifiait quand même considérablement les choses. Il refuse. Bon, vous me direz 40% de 14 millions d'euros, c'est quand même pas mal. Ça reste quand même très bien. Et donc, ce Didier modifie un peu les choses. Pourquoi? Parce qu'elle va se confier, Dominique, elle va se confier justement à cette fameuse amie, Daniela, que je n'ai fait qu'évoquer dans un premier temps. Elle va lui dire que même si elle avait parfaitement conscience que ce bonhomme n'était pas... c'est pas Richard Gere, c'est pas Tom Cruise, c'est un bon gros monsieur, mais qui est très sympa. Et ça la change. Mais c'est ça, c'est pas quelqu'un qui, comme les autres, va profiter d'elle. Il n'est pas dans le calcul, pas du tout. Il s'intéresse à elle pour ce qu'elle est. Voilà, pas du tout. Par contre, ce qui le fatigue considérablement, c'est qu'elle boit du matin jusqu'au soir. Ouais. Et ça, il n'aime pas. C'est un bon vivant, Didier. Mais bon, là, il est face à quelqu'un qui est alcoolique profond. Ouais. Quoi. Et ça lui déplaît fortement. Et il sait très bien que cette relation n'aurait pas abouti, si vous voulez, sur quelque chose de durable. Sérieux. Voilà. Et donc, il savait très bien que c'était comme ça. Mais elle, ça lui éveille
quelque chose qui, d'une certaine manière, lui redonne goût à la vie. Ouais, ça lui change, elle revit quelque part. Tout à fait. Ça fait 1 an qu'elle est complètement... Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et on peut imaginer que ça a eu un impact sur sa relation avec Franck. Donc d'ailleurs, elle se confie aussi à cette Daniela. Elle se confie aussi à son entourage en disant, bon, il me fatigue un peu le Franck parce qu'il devient très pressant. Ouais. Et un peu omniprésent et trop pressant. C'est étonnant qu'elle avait ce sentiment, mais quand même, elle a décidé de rédiger ce testament. C'est compliqué, on n'est pas dans sa tête. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui est malheureux. Hein. Oui, c'est ça. Et puis elle devait avoir des périodes où ça allait mieux. Exactement. C'est une dépressive. Elle est très dépressive. Et c'est vrai que l'été qui avait suivi, l'été 2005, elle fait une tentative de suicide médicamenteuse. Est-ce que c'est une véritable tentative de suicide? Est-ce que c'est une véritable volonté d'en finir? C'est pas certain du tout. Et c'est ce que me confie le psychiatre. Il me dit, en fait, on peut voir peut-être derrière cette démarche de prendre des médicaments, un appel au secours, plus qu'une volonté d'en finir. Puisqu'elle ne décède pas. C'est Franck, d'ailleurs, qui arrivera ce jour-là, qui va la trouver inanimée sur, je crois, une chaise longue. Et c'est lui qui va appeler les secours. Mais vous savez, quand on veut vraiment en finir, il y a 1001 moyens de mettre fin à ces jours. Hein. Et le fait de prendre des médicaments, si vous ne dosez pas au-delà d'une certaine quantité, voilà. Et en tout cas, c'est ce que me dira le psychiatre. Donc, on est dans ce contexte de mal-être. C'est clair. Et donc, le suicide en soi, y compris par pendaison, théoriquement, ne doit surprendre personne. Sauf que voilà, ça en surprend quelques-uns, dont moi. Y compris moi. Et là encore, moi, je ne dis pas, c'est un meurtre. Je l'affirme jamais. Je dis simplement au parquet, voilà, on ne peut pas rester dans le doute. Il faut soit changer de cadre légal, sortir de cet article 74, confiez-moi l'enquête, mais différemment, que je puisse prendre des mesures de garde à vue, soit vous me dessaisissez et vous nommez la PJ pour continuer l'enquête sous une autre forme. Surtout que dans le même temps, le frère n'avait de cesse que de me téléphoner. Lui était convaincu qu'il s'agissait d'un meurtre. Il me le disait clairement. Il me disait, pour moi, ma sœur ne s'est pas suicidée et je veux que l'enquête prenne un autre cours, y compris en me constituant partie civile. Or, il ne pouvait pas le faire tant que j'avais la procédure sur mon bureau. Parce que là, le parquet ne vous donne aucune instruction, donc la procédure Zéro. est gelée en quelque sorte. Absolument. Vous ne pouvez rien faire. Absolument. Et donc, là encore, j'en réfère à la substitute, toujours la même personne, et je lui dis, voilà, madame, j'ai un dilemme, je ne peux pas aller au-delà de ce que je suis en train de faire, c'est pas sérieux. J'ai la pression de la famille qui veut se porter partie civile et moi, j'aurais envie de les mettre en garde à vue, tout simplement. Le Franck et le Olivier. Mais le parquet a le droit de faire ça? A le droit de rien faire? Le parquet est souverain, fait ce qu'il veut. Donc, j'en réfère, je dis voilà, faites quelque chose, ne me laissez pas dans cette situation. La substitut en question me dit, ne me donne pas de réponse. Elle me dit, je vous rappelle. Oui, pendant 1 mois, 2 mois, vous courez après le parquet. Je cours après le parquet et au bout d'un moment, je suis un petit peu agacé surtout. Parce qu'au bout d'un moment, ça va bien. Moi, j'ai vu des parquets se saisir ou dessaisir un commissariat de police dans l'heure qui a suivi. Ah oui, ça peut être très très vite. Ah mais bien sûr, mais dans la continuité des constatations, même durant les constatations, ça peut arriver. Bref, je demande à madame, j'allais dire prononcer son nom, on va peut-être pas la mettre en porte-à-faux, surtout qu'elle a été citée déjà. Je lui dis, il faut faire quelque chose, quoi. Il faut arrêter de me laisser dans cette situation. Elle m'a dit, on se rappelle. Et lorsqu'elle me rappelle, dans la même journée, oui. Elle me dit une chose que je n'ai jamais entendue jusque-là. Elle me dit, le procureur de la République refuse qu'il y ait des gardes à vue dans le cadre de cette procédure. Alors là, c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu. Parce que c'est quand même une mort suspecte. Une mort suspecte, un environnement plus que suspect, un environnement où même si vous n'avez pas la réponse, au jour où où je fais ce compte-rendu, je n'ai pas la réponse à mes questions. Je n'ai qu'une intime conviction. Pour moi, mon intime conviction, elle est claire, c'est que cette femme ne s'est probablement pas pendue seule. Et en plus de ce que vous dit son frère, qui la connaît quand même bien, même si c'était en froid, ils se connaissaient ils sont plus qu'en froid, ils se détestent. Il y a une histoire d'argent, le couple Aubry lui a fait un prêt, il y a une histoire de remboursement, c'est très conflictuel, c'est même de la haine, c'est au-delà du ressentiment. Il y a une vraie haine entre elle et son frère. Et donc, tout ça fait que vous ne pouvez pas en rester là. Oui, il y a eu des gardes à vue dans d'autres dossiers pour moins que ça. Mais bien évidemment, bien évidemment. Et quand vous entendez par la voix d'un substitut
que le procureur de la République en personne ne veut pas non seulement qu'il y ait de garde à vue, mais elle me donne une instruction qui est complètement aberrante. Elle me dit, le procureur veut que vous gardiez le dossier. Et là, c'est pas possible. Et là, c'est tout l'enjeu. Mais c'est tout l'enjeu. Sans ça, vous ne pouvez rien faire. Absolument. Et le dossier est condamné à mourir sur mon bureau, ce qui n'a pas de sens. Ce qui n'arrive jamais. Non, ça n'arrive jamais. Au cours de votre carrière, c'est la première fois que c'est la première fois que j'ai un parquet aussi peu intrusif, si on peut s'exprimer comme ça. Et là, je me dis non, c'est pas possible. Moi, là, il en va de ma responsabilité d'enquêteur. Là, je me dis, c'est pas possible. Et puis de votre éthique aussi. Complètement. Voilà. Moi, j'ai une intime conviction. Il y a des éléments qui portent à croire que cette mort est suspecte. Elle est plus que suspecte. Il ne faut pas en rester là. Il faut investiguer plus loin. Je suis désolé, on ne peut pas se contenter de ça. Donc, ce que je fais exactement l'inverse de ce que me demande le parquet. Je décide de clôturer le dossier. On est au début janvier. Je décide de clôturer le dossier et d'envoyer le dossier avec un soit transmis à l'attention du parquet. Et là, vous désobéissez au parquet, en fait. Je désobéis au parquet et je le mets en obligation. En faisant cette transmission, je le mets dans l'obligation de prendre une décision. Soit un classement sans suite, soit une ouverture d'information ou la saisine d'un autre service. Et donc là, le parquet, qu'est-ce que... Le parquet va classer. Quelque chose, voilà. Et le parquet va classer. Mais moi, j'ai pris la précaution, avant ça, de prévenir le frère que j'avais clôturé le dossier. Et là, le frère de Dominique Aubry prend la décision. Il est obligé d'attendre la décision du parquet, qui très rapidement va classer l'affaire sans suite, malgré tout ça, hein, malgré les photos que j'ai prises, malgré les témoignages des uns des autres, malgré mon intime conviction, je le répète, que voilà, on est face à une mort qui est plus que suspecte dans un environnement qui devrait alerter je dirais le premier magistrat venu, même en sortie d'école. Si vous classez une affaire comme ça, c'est quelque chose de suspect. Et il va décider malgré tout de classer l'affaire. Moi, j'apprendrai par la suite que le Franck, ou plutôt le père de Franck, n'est pas n'importe qui. Et oui. J'apprends que le père de Franck est un très haut magistrat, pas un haut magistrat, un très haut magistrat, qu'il est conseiller honoraire à la Cour de cassation. Là, ce n'est pas une spéculation de ma part, c'est une réalité. C'est un puissant... C'est un puissant. Et j'en arrive à me demander, j'ai quand même le droit de me poser des questions, de savoir si le procureur de la République ne connaît pas cette personne. Parce que c'est un petit milieu, finalement. C'est un petit milieu. On parle du procureur de la République de Nanterre, quand même. Oui, oui, vous êtes dans les Hauts-de-Seine à ce moment-là. On est dans les Hauts-de-Seine. Et le papa du jeune homme est à Paris. La Cour de cassation est à Paris. Et tout ce petit milieu se connaît très bien. Et la moindre des choses qu'il aurait dû faire, c'est soit délocaliser, soit nommer immédiatement la PJ pour se décharger de la responsabilité de prendre cette décision. Il fait exactement l'inverse. Donc, voilà, je ne suis pas dans la suspicion absolue, je n'accuse personne. Je dis simplement que je trouve très étrange, très bizarre que personne ne se soit posé la question de savoir si mes suspicions n'étaient pas réelles. Et là, c'est un peu une balle que je renvoie dans votre camp, Virginie. Parce que si un esprit curieux, un esprit taquin, avait fait une investigation autre que policière, il n'aurait pas découvert que ces deux personnalités, ces hauts magistrats, se connaissaient. Parce que si tel est le cas, ça remet en cause tout l'édifice judiciaire. Parce que le fait d'avoir gardé sur mon bureau durant 1 mois cette affaire modifiait complètement à la fois la vision de la procédure et surtout sa destination. Or, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas et il a fallu attendre plusieurs années pour qu'enfin un magistrat, puisque j'ai été convoqué en 2007 par un juge d'instruction, suite à la constitution de partie civile. Voilà, avant ça, le frère de Dominique Aubry décide de porter plainte avec une constitution de partie civile. Il se constitue partie civile et là, cette fois, met en obligation le parquet de nommer... Là, il y a vraiment une opération judiciaire qui peut se mettre en place. Qui est beaucoup plus coercitive, et avec la nomination de juge d'instruction. Mais ça ne va pas s'arrêter là. C'est que les juges d'instruction, certains vont classer l'affaire, vont décider d'un non-lieu. Mais moi, ce que j'ai appris en off, parce qu'il y a du off aussi quand même, c'est que tout le monde savait qu'il y a quelque chose de suspect. Ah oui. Parce que le nom de ce jeune homme, évoque beaucoup de choses auprès de certains magistrats. Je relance une nouvelle balle dans le camp des journalistes qui auraient envie de faire une enquête beaucoup plus poussée. Et ça tétanise un peu tout le monde. Ça tétanise tout le monde. Bah encore une fois, on est chez les puissants. Je pense qu'il y a eu des craintes. La substitut, même tout ce monde-là qui gravitait autour du parquet, des magistrats. Très cher Virginie, il y avait beaucoup de pression. Quand vous avez une carrière à faire, que vous êtes jeune magistrat, ou vous êtes un magistrat ambitieux, vous ne voulez pas vous mettre en porte-à-faux par rapport à ceux qui décident, par rapport aux vrais décideurs. Donc, il y avait une forme de pudeur, c'est le moins qu'on puisse dire, pour aller au-delà de ce que moi j'avais fait. Donc ça, après...
et comme quoi ils ont joué, pour le coup, Dominique Aubry, cette pauvre pendue, a joué de malchance, parce qu'on va saisir un groupe d'enquête de la brigade criminelle. Il va y avoir une constitution de partie civile, une ouverture d'information, et on va saisir un juge parisien, enfin pas parisien, un juge de Nanterre, qui va saisir un groupe de la brigade criminelle de Paris. Et ce groupe de la brigade criminelle de Paris, en fait, fait exactement l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'ils vont partir du principe que c'est un suicide. Ah oui, d'accord. Vous pensez qu'eux aussi, ils ont été briefés sur... Je ne sais pas s'ils ont été briefés, mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, parce que j'en ai discuté avec certains, pour eux, leur conviction est faite. Ouais. C'est pas un homicide. Ils ne vont pas chercher plus loin. Ça ne va pas chercher plus loin. Sauf que, je suis toujours moi la mouche du coche, je participe à une reconstitution à laquelle j'ai été convié, et j'entends quand même quelqu'un qui est très haut placé à l'Institut médico-légal, puisque ça n'est ni plus ni moins que la chef du pôle de l'Institut médico-légal, qui va dire pendant la reconstitution à ses confrères que cette mort ne peut pas être autonome. Alors ça, c'est important. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça à ce moment-là? Parce que le taux d'alcoolémie est considérable. Elle a plus de 2 grammes d'alcool dans le sang. Et ce qu'on a voulu nous faire croire, selon mon ressenti, c'est qu'elle a avalé une quantité de médicaments considérable, qu'après l'absorption de ces médicaments, elle est allée se pendre dans le noir absolu. Et ça, c'est juste impossible. C'est pas possible. C'est juste impossible. Voilà. Mais ça n'a pas gêné grand monde. Enfin, si, parce qu'il y a un magistrat instructeur quand même qui les a malgré tout mis en examen et incarcérés. Et on va en parler de ce magistrat qui vous convoque. Voilà, ce magistrat, on peut le nommer peut-être, Thomas Cassuto. Moi, je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Me convoque pour avoir une discussion informelle. Ça, c'est l'invitation de base. En fait, cet entretien informel n'est pas si informel que ça, puisqu'il va m'auditionner sous serment. Ce qui n'était pas prévu. Ce qui n'était pas prévu. Et à ce moment-là, je lui relate tout ce que je viens de vous dire, sous serment et sous audition. Donc plus personne ne peut faire comme si ça n'était pas arrivé. Et ça renforce la conviction, le doute qu'il y a autour de ce décès. D'ailleurs, ce juge d'instruction va auditionner aussi la magistrate. Oui. Il va l'auditionner. Et au fur et à mesure... La substitut du procureur. Absolument. Et donc tout ça prend une autre tournure. Là, on est dans une enquête vraiment qui est criminelle, qui a une appellation criminelle. Voilà, on n'est plus dans qu'est-ce qui se passe. Non, non, non. Là, ça prend une toute autre tournure puisque ça va aller jusqu'à l'incarcération temporaire, mise en examen et incarcération. Et la cour d'assises un petit peu plus tard. Et au terme d'une instruction qui va durer très longtemps, puisque l'affaire ne passera en cour d'assises à Nanterre que 10 ans après, en 2014. Et donc là, je suis convoqué aux assises. Pendant ce temps-là, Franck et Olivier ont été remis en liberté. Ils sont laissés libres. Voilà, ils comparaissent libres, ils vont comparaître libres à la cour d'assises. Et ils sont jugés pour meurtre? Tout à fait. C'est rare, enfin je sais pas, mais c'est rare d'avoir des suspects qui comparaissent libres alors qu'ils sont jugés pour meurtre. Oui et non, ça dépend. Non, il y a beaucoup de dossiers aux assises où il y a des comparaisons libres, si l'instruction a duré très longtemps. Enfin, oui, c'est vrai que 10 ans plus tard... Il n'y a pas de règle. Normalement, bien. Si vraiment c'est avéré, si quelqu'un vous poignarde et qu'il est arrêté sur place, il n'y a pas de doute, il est incarcéré tout de suite et il restera... Oui, là c'est vrai qu'il y avait quand même... Là, c'est pas la même chose. On a fait traîner, j'insiste là-dessus, on a fait traîner anormalement la procédure, notamment durant le laps de temps où j'ai eu à la traiter. Après, il y a eu des influences qui, je pense, sont très négatives et cette instruction a duré anormalement longtemps. Mais tout a été fait. Hein. L'instruction n'a rien laissé au hasard. Oui. Et ce qui, déjà, pose problème, c'est qu'on a laissé incinérer le corps. Le parquet a autorisé la famille à incinérer le corps, ce qui est parfaitement anormal lorsqu'il y a une mort suspecte. C'est interdit, normalement. Enfin, interdit. Moralement, éthiquement parlant, ça ne doit pas avoir lieu. On a incinéré le corps. Donc, contre-autopsie, impossible. Donc évidemment. Là, on a juste les résultats de l'autopsie qui ont été faits à l'époque. Absolument. Et qui quand même sont importantes, parce qu'on a les résultats au niveau de l'alcoolémie, au niveau des médicaments aussi, on a tout ça. On a tout ça conjugué, et moi j'en ai connaissance parce que je suis destinataire des conclusions qui amènent à justifier un procès d'assises. Donc ça, je le reçois, et à la lecture, je me rends compte de plein de choses, mais qui me confortent dans l'idée que j'avais. Sauf que là, vous avez les preuves scientifiques. Exactement, des conclusions scientifiques sont indiscutables. Puisque la conclusion du rapport définitif de l'institution médicale au niveau de l'examen toxicologique, et puis c'est effarant de lire noir sur blanc que cette mort
ne peut pas, du moins cette situation, cette scène, ne peut pas avoir eu lieu sans l'intervention d'un tiers. Ouais. Et là, donc, clairement... C'est criminel. Oui. En tout cas, selon les conclusions médico-légales. Pas les spéculations de Jean-Pierre Colombiès. Non, médico-légales. Les choses sont claires et noir sur blanc. Cette femme n'a pas pu se pendre seule. Et c'est conforté. Enfin, moi, j'en étais convaincu. Quand M. Voidet, celui qui a les clés, nous déclare par procès-verbal que lorsqu'il arrive à l'intérieur de la péniche, il fait tellement sombre qu'il est obligé de s'avancer pour voir le corps. Donc ça signifie que Dominique Aubry aurait bu déjà exagérément, ce que disent Olivier et Franck, hein, qu'ils ont dîné avec elle avec comme idée de projeter un voyage futur, que la discussion s'est mal passée, qu'elle a bu de façon exagérée, qu'elle est complètement ivre, qu'il la laisse vers 21h30, elle est complètement saoule. Ouais. Et donc cette femme qui est complètement saoule... Et qui aurait pris également des médicaments selon ce qu'on voit sur... Oui, mais qui aurait préparé la corde, qui aurait coupé... Cette femme ne sait rien faire de ses 10 doigts. Elle est supposée avoir préparé la corde qu'on va mettre sous scellé, elle l'aurait coupée, on ne sait pas trop comment, puisque c'est chauffé, donc avec un couteau chauffé à blanc, supposément. Elle aurait confectionné un nœud en 8, elle aurait confectionné un nœud coulant, elle aurait consommé de l'alcool, des médicaments, elle aurait absorbé des médicaments en quantité, je dirais, considérable. Les médicaments, c'était des anxiolytiques et des antidépresseurs. Voilà, exactement. Voilà, Stilnox et Xanax. Et elle aurait traversé le salon, ça représente à peu près une dizaine de mètres. Elle aurait mis avant, alors on va lui accorder ça, 2 chaises, des chaises galets qui plus est, dont les dossiers sont cassés. Elle aurait éteint la lumière et se serait débrouillée dans le noir total, puisqu'on est en pleine nuit, pour se mettre le nœud autour du cou et se suspendre à cette corde. Enfin, monter sur la chaise, elle n'a même pas l'aide du dossier pour s'appuyer. Exactement. Oui, donc c'est non, on est dans la science-fiction. Là, on est dans la fiction totale. Et on voit même pas comment physiquement elle aurait même pu le faire, parce que c'est juste pas possible, quoi. Et on la retrouve donc le lendemain matin dans cette configuration-là. Le rapport de l'IML est clair, c'est une mise en scène. Voilà. Et même les médicaments, comment ils sont retrouvés. J'ai une photo ici. Voilà, c'est très bien positionné. Ils ont été retrouvés comme ça. Exactement, comme ça. Et moi, quand je fais les constatations, ça me choque. Droit, comme ça, posé. Je me dis, pourquoi est-ce que c'est ordonné comme ça, avec la bouteille à côté, le verre à côté, tout ça, je le mets sous scellé du reste. Hein. Je saisis tout ça pour que l'identité judiciaire puisse faire des recherches, des recherches papillaires. Enfin bref, je fais juste mon boulot, hein, tout simplement. Hein. Je fais juste mon boulot, hein, ce que peut-être d'autres n'auraient pas fait, moi je le fais en tout cas. Et voilà, quoi, on est dans tout ça ayant été transmis au parquet. Enfin, faut pas jouer au naïf. Et non. Faut pas jouer au naïf. Le parquet aurait dû saisir la brigade criminelle, tout simplement. Finalement, si là on doit un peu reconstituer la soirée avec ce qu'on sait, avec les indices, avec votre conviction, encore une fois, à votre avis, comment s'est passée la soirée ? Ils ont dîné ensemble. Olivier et Franck ont dîné ensemble. Ils avaient rendez-vous pour évoquer un nouveau projet de voyage, de vacances. La soirée, supposément, se passe mal. Ils se disputent au sujet de la destination. Elle boit encore, comme d'habitude, trop, beaucoup trop. Ça dégénère un peu parce qu'elle elle est complètement alcoolisée. Franck et Olivier décident de la laisser vers 21h30. Ils partent, ils passent le reste de la soirée ensemble à discuter et à rejoindre Daniela, une amie commune, qui est en boîte de nuit. Et ils se séparent tous définitivement vers 21h30. Sauf que, entre-temps, avant de rejoindre Daniela, il y a un petit trou dans leur emploi du temps parce qu'ils ont coupé leur téléphone portable. Pour quelle raison ? Bien évidemment, ils ne le disent pas, ils ne le précisent pas. Enfin, en tout cas, pas avec moi. Ils le préciseront, ils seront interrogés là-dessus par le magistrat instructeur. Et, selon eux, tout se termine normalement à 2h30 du matin où Olivier raccompagne Franck à son domicile. Voilà la soirée, ni plus ni moins. Et cette femme qu'il quitte à 21h30 n'a rien préparé. Nous sommes bien d'accord. Pas de corde, pas de chaise, rien. Et elle est supposée avoir préparé ça toute seule, alors qu'elle est incapable de changer la moindre ampoule. Donc tout ça n'est pas clair. Enfin, c'est moins qu'on puisse dire. C'est plus que pas clair. C'est suspect. Ouais. C'est suspect. Et selon vous, qu'est-ce qui s'est passé alors ? On est dans la supposition. On est dans la supposition. Pour moi, les choses sont pas claires, mais il est possible qu'il y ait eu effectivement une dispute. La soirée a très mal tourné et il n'est pas exclu que Franck
bénéficiaires de ce testament ait décidé de mettre fin, de précipiter un peu les choses pour ne pas prendre le risque de ne plus bénéficier de ce testament en organisant l'assassinat de Dominique Aubry. Ça, c'est mon idée. Ça, c'est ma conviction. Ça, c'est la question que je me suis posée et je pense que c'était l'axe vers lequel les investigations auraient dû se diriger. Ça a été le cas avec l'instruction de Thomas Cassuto. Attention, il a investigué dans ce sens-là. Et il aurait agi avec la complicité d'Olivier ? Très probablement. D'accord. Donc, la soirée se termine. Oui, parce qu'il faut porter le corps quand même. Hein. Voilà. Donc, c'est eux elle est décédée. D'ailleurs, qu'est-ce que dit le rapport d'autopsie ? Elle est décédée par strangulation ? Oui, qu'elle aurait été étranglée. Mais si elle est complètement amorphe, c'est plutôt facile. C'est plutôt facile. Et puis ensuite, de la suspendre à la corde et de faire penser qu'elle a mis fin à ses jours par pendaison. Et on est dans un contexte de mise en scène. Ça, c'est mon opinion. Encore une fois. Et il va y avoir un procès. Yes. Et alors là... le procès se passe à Nanterre, donc je suis convoqué comme témoin. Oui, forcément. Donc vous assistez, ça c'est important, vous n'assistez pas au début du procès. Parce que quand on est auditionné en tant que témoin dans un procès en assises, on est dans une pièce à l'écart et on n'entend pas le début des débats. En l'occurrence, au TGI de Nanterre, vous êtes dans la salle des pas perdus. Oui, d'accord. Il n'y a pas de pièce à part, ce que je regrette, ce qui est pour moi un inconvénient, pour le moins. Normalement, des témoins doivent être isolés du reste et de tous, du public, puisque c'est public, un procès d'assises est public. Et donc là, vous n'assistez pas au début des débats, vous ne connaissez pas vraiment l'ambiance, quoi. Non. Donc vous arrivez, vous êtes entendu en tant que policier témoin qui a fait les constatations. Voilà, qui a eu le début de l'affaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous faites votre déposition. Alors, je suis un peu vraiment l'empêcheur de tourner en rond, parce que je fais des constatations qui gênent tout le monde, et des auditions qui ont gêné tout le monde. Enfin, moi et mes collègues, d'autres auditions ont été faites par des collègues du service judiciaire de Neuilly. Le directeur d'enquête de l'enquête préliminaire, c'est moi. Et j'ai été auditionné surtout par le juge d'instruction. Et c'est cette audition qui a provoqué, je dirais, qui a donné une nouvelle dynamique à l'instruction. Oui. Donc, je me présente à la barre, je fais mon compte rendu. À droite, il y a la défense, avec notamment Dupond-Moretti, toute son équipe. Ils sont 5 quand même, 4 ou 5. À gauche... Ils défendent tous les deux, ils défendent les deux accusés. Il y a plusieurs avocats pour défendre les deux accusés. Ils ont le même avocat. Qui sont là. Et à ma gauche, la partie civile, Maître Schnerb, qui défend, qui représente la famille, notamment le frère. À l'extrême gauche, l'avocat général. Et face à moi, le président, les deux assesseurs et les jurés. Et donc je dépose. Je fais ma déposition. Je reste quand même 2h30 à la barre pour expliquer ce que j'ai fait. Et je suis questionné, étonnamment, exclusivement par la défense. Alors pourquoi étonnamment ? Parce que dans ce que je réponds aux avocats de la défense, je me dis que la moindre des choses, j'ai quand même fait quelques procès d'assises. Je me dis, avec tout ce que je dis, quelqu'un devrait me sauter à la gorge d'une certaine manière, c'est l'avocat de la partie civile. Et l'avocat de la partie civile ne vous pose aucune question. Mais ça, c'est complètement impensable. Quand c'est on impensable. voit un procès d'assises... Je ne comprends pas pourquoi. Lorsque je dis que je garde exagérément la procédure sur mon bureau, pas une question ne m'est posée. Et lorsque, justement, les avocats de la défense me reprochent ceci, me reprochent cela, alors c'est que des points, ils ne me reprochent pas de mon boulot, ils essaient de déstabiliser un peu ce que j'ai constaté. C'est leur jeu, c'est comme ça que ça se passe. Comme ça. Et à chaque fois, je les renvoie, notamment, je fais en sorte de renvoyer ça vers le parquet. Quand on me demande, oui, mais c'est resté longtemps. Enfin bref, je dis, mais j'insiste pour que la responsabilité d'une personne soit soulevée. C'est le parquet. C'est le procureur. Et personne dans la cour ne me pose cette question. Aucun, même pas le président de la cour d'assises, certainement l'avocat pas. général. Non, personne. Même pas un juré qui... Non. Ce qu'ils peuvent, mais c'est surtout l'avocat de la partie civile. Et oui, mais parce que l'avocat de la partie civile, lui, il est atone. Malheureusement, j'ai su qu'il était très malade. Il décédera quelques mois plus tard. Ah oui. Ce qui n'a pas arrangé l'affaire. Et surtout, il était proche de Je pense qu'il de connaissait très bien la partie adverse. Donc vous, c'est quoi votre ressenti à la fin de ce procès ? J'imagine qu'il y a beaucoup de frustration. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez, quand vous faites une enquête comme ça, déjà, vous êtes en présence du corps, vous détachez le corps, et puis petit à petit, vous vous rendez compte que voilà, quelque chose de beaucoup plus complexe que ce qu'on a bien voulu vous présenter au préalable. Oui, il y a une frustration considérable, pas parce que je connaissais pas la défunte, il n'y a pas d'éléments personnels dans l'histoire. Rien à y gagner, rien à y perdre. C'est simplement que vous faites votre boulot,
faites votre travail et vous vous rendez compte que non seulement vous n'avez pas été suivi, mais que ce que vous faites est gênant, est embarrassant, que certaines personnes n'ont pas envie que vous alliez plus loin. Vous vivez ça comme une trahison quelque part. Hein. Et puis vous êtes vous vous rendez compte quand même à la famille. Parce que la police et le parquet sont censés marcher main dans la main quelque part. Complètement. Et là, complètement. c'est l'inverse qui s'est passé. C'est exactement l'inverse. Et moi, j'ai plutôt vu très souvent des parquetiers très demandeurs, très tatillons. Très tatillons, très exigeants, donnant des instructions très claires, avec, certainement pas je dirais, dans l'attentisme, très directif. Et au lieu de ça, rien, atone, encéphalogramme plat, voire même très en retrait. Et ça, c'est pas acceptable. C'est juste pas acceptable, tout simplement. Et finalement, l'héritage de Dominique Aubry, qu'est-ce qu'il est devenu? Il a été gelé. À cause de l'affaire? Oui. Donc là, aujourd'hui, cette péniche, ces œuvres... Alors, je ne sais pas. On est 10 ans après la clôture de l'affaire. Parce que oui, il faut le préciser, enfin, on l'a dit en début d'émission, mais ils sont acquittés à l'issue du procès. De deux procès. À l'issue du procès en première instance à Nanterre, il y a eu un appel pour que ce soit jugé en appel à Versailles. Et les 2 fois, ils ont été acquittés. Vous étiez aussi à Versailles? Oui. Et c'était la même... La même chose, pareil. 2h30 à la barre et une incompréhension par rapport à ce que je vivais. Parce que pour moi, les choses sont claires, quoi. Je suis intimement convaincu, donc je prends ça pour moi et pas pour vous. Je vous décharge de cette responsabilité de mes propos. Pour moi, les choses étaient claires. Nous étions face, la justice est face à un homicide. Je pense que les noms auraient été différents. L'issue du procès aurait très probablement été différente. Et vous savez, ce sentiment que j'ai, je ne suis pas le seul à le partager. Hein. Tous ceux qui ont eu une maille à partir, qui ont été partie prenante à cette procédure, partagent cette intime conviction. D'autant plus qu'aucun responsable de l'identité judiciaire, la personne qui a rédigé les conclusions, n'a pas comparu devant les assises. Oui, c'est important ça. C'est que la personne qui écrit noir sur blanc que le suicide est improbable n'était pas à l'audience. Et ça, c'est complètement... c'est pas possible. Aux deux audiences? Oui. Et de la même façon que moi, j'aurais aimé, enfin, je n'ai même pas aimé, je pense qu'il aurait été indispensable que la substitut qui me transmettait ces instructions comparaisse, soit entendue également comme témoin, soit à la barre. Elle n'a pas non plus été convoquée. Et donc aujourd'hui, cette péniche, ces œuvres d'art, tout ça, tout ça a été entreposé. Qu'est-ce qu'il en est advenu? Sincèrement, je ne le sais pas. Je sais que l'héritage n'a pas été... Il n'y a pas eu de liquidation de l'héritage. Peut-être que si ma conviction d'homicide est réelle, j'en aurais fait des tueurs pauvres. Ouais, peut-être ça. Peut-être, c'est mon espoir, c'est mon seul espoir. Bien que certains aient déjà touché l'assurance vie. Ah oui, l'assurance vie a été touchée. Ouais, mais ça, il n'y a pas de procédure pour ça, c'est automatique. Par contre, comme il y a eu contestation de l'héritage par la famille, ça a traîné, ça a pris des années, et je crois savoir que ça n'a pas été liquidé. Bon, ce sera au moins ça. Mais on sent que c'est quand même une affaire qui vous ronge encore aujourd'hui. Bon, elle ne me ronge pas au point de ne pas dormir, mais je pense que c'est une affaire qui aurait mérité une autre... Enfin, qui légitimement aurait dû avoir une autre issue. Mais je ne désespère pas que quelqu'un, un jour, enquête vraiment sur les liens supposés, que moi je suppose, entre le procureur de la République de Nanterre et le géniteur du principal suspect. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas, je lance une idée en l'air. Hein, vous savez, parfois, est-ce qu'un journaliste n'aurait pas l'envie, par exemple, suivez mon regard, d'enquêter sur de savoir s'il y avait des relations réelles entre ces 2 hauts magistrats. Parce que si tel était le cas... Ça changerait tout. Mais de toute façon, comme pas l'issue du procès, attention, entendons-nous bien. Mais le regard qu'on doit avoir sur cette affaire. Ouais. Parce que si c'est prouvé, si quelqu'un, ami journaliste, au féminin ou au masculin, avait la volonté de pousser cette affaire jusqu'au bout en investiguant sur ce registre-là des relations de ces 2 personnages, je pense qu'on aurait un regard, un scoop peut-être. Peut-être. En tout cas, merci beaucoup. Jean-Pierre, pour cette histoire qui est complètement... Enfin, moi, elle me passionne dès que vous me l'avez racontée. Vous avez également fait une bonne partie de votre carrière au STUP, à Marseille et à Paris. Et bon, là, bien évidemment, aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais je propose qu'on se revoie pour refaire une émission où vous nous raconterez un peu vos anecdotes les plus folles sur des trafiquants qui parfois débordent d'énergie, d'énergie et d'inventivité pour mener à bien leur petite affaire.
Donc, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Merci à vous, Virginie, parce que ça permet là encore, de peut-être lever une couvercle d'une affaire bien ténébreuse. Très ténébreuse. Et quant au stup, c'est quand vous voulez. Merci à vous de nous avoir regardés. Si vous ne voulez rater aucune interview sur la chaîne du Nouveau Détective, n'hésitez pas à vous abonner.